Développer l'industrie n'est pas une urgence, c'est une exigence. C'est la conviction du ministre de l'Industrie et du Commerce. Moussa Alassane Diallo l'a dit au cours d'une conférence de haut niveau entre entrepreneurs chinois et africains. Le Mali plaide ainsi pour un climat des affaires favorable majoritairement à l'industrialisation. Nous ferons le point avec nos envoyés spéciaux, Nyanya Aliou Traoré et Sidiki Balou. Les acteurs culturels et traditionnels s'investissent dans la gestion des catastrophes, une façon pour eux d'apporter leur solidarité à leurs compatriotes victimes des inondations. Le message a été véhiculé au cours de la rencontre avec des membres du gouvernement chargés de la gestion des inondations. Le PASENDA lance un projet de 2 ans pour lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles. Outre Bamako, le projet concerne les régions de Kaï et Sikasso. Les messages clés du projet avec Ibrahim Konati. Voilà les titres de cette édition du vendredi 6 septembre 2024. Bonsoir et merci de renouveler votre confiance à ORTM1. Fin à Beijing, en Chine, des travaux du 9e Forum sino-africain. La journée de ce vendredi a été marquée par une conférence de haut niveau entre entrepreneurs chinois et africains. Le ministre de l'Industrie et du Commerce portait la voix du Mali, occasion pour Moussa Alassane Diallo de plaider pour un climat des affaires favorable majoritairement à l'industrialisation. Le point avec nos envoyés spéciaux Nyanya Aliou Traoré et Sidiki Balou. Ce vendredi 6 septembre était consacré à la 8e conférence des entrepreneurs chinois et africains. Elle est mise sous le signe du renforcement de la confiance et de la détermination du milieu d'affaires chinois et africains à s'unir davantage pour réussir le pari du partenariat gagnant-gagnant. 4 chefs d'État africains étaient à la tribune pour saluer l'excellence des rapports de coopération sino-africaine. De leur intervention, on retient l'insistance de faire de l'industrialisation et de la digitalisation une priorité sur le continent. Le Mali était représenté par le ministre du Commerce et de l'Industrie. Développer l'industrie n'est pas une urgence, c'est une exigence. C'est par l'industrie que nous allons nous développer. C'est par l'industrie que nous allons créer des emplois. C'est par l'industrie que nous allons créer de la recherche. C'est par l'industrie que nous allons transformer les immenses produits agricoles que nous avons dans sa dimension minière, dans sa dimension artisanale. C'est de tout cela qu'il s'agit. Nous avons une vision globale de l'industrialisation de notre pays de façon à créer de la valeur, de façon à ce que nous puissions développer notre pays par nos ressources propres. Et c'est ce développement endogène-là qui est le cœur de métier de l'activité économique au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et c'est cela que nous avons fait valoir pendant 4 jours depuis que nous sommes là. Favoriser la construction d'une communauté des destins Chine-Afrique, consolider les acquis en termes de dynamisation du climat des affaires entre les opérateurs chinois et africains, tels sont entre autres buts de la conférence. Durant l'année écoulée, les échanges entre l'Afrique et la Chine se sont chiffrés à 284 milliards de dollars. Les perspectives s'annoncent très bonnes pour les deux parties. C'est que la Chine et l'Afrique, c'est 2,4 milliards d'habitants. Donc c'est eux, c'est la Chine et l'Afrique qui vont être les consommateurs de demain. C'est la Chine et l'Afrique qui vont prendre l'économie du monde demain. Donc nous on est là aujourd'hui pour anticiper sur cette nouvelle donne qui fait que c'est les Chinois et les Africains qui doivent ensemble diriger l'économie du monde demain. On est en échange, en tout cas très dense, avec les partenaires privés chinois, et surtout dans l'industrie. Et ça, c'est un domaine dont on a vraiment besoin dans notre pays aujourd'hui parce que ça va nous permettre de créer des richesses, alors de diminuer tout ce qui est en tout cas produit d'importation pour les consommations de la population. Le ministre Diallo ajoutera à cet effet que ce forum est la douce promesse que les fruits tiendront la promesse des fleurs. Fondamentalement, nous avons expliqué au cours de ce forum la vision économique de notre pays qui est fondée sur le développement endogène. Autrement, la capacité du Mali à s'approprier de son développement, à sa capacité à produire ses biens de consommation, ses biens d'équipement, ses biens de services, notre capacité à réaliser les infrastructures pour notre développement, notre capacité à nous approprier des ressources minières dont dispose notre pays. Tout cela pour le bien-être des populations. Signalons que le ministre de l'Industrie a par ailleurs eu des séances d'échange avec des sociétés chinoises évoluant dans le secteur du développement de la chaîne de valeur lors de son séjour à Beijing.
Ici, au Mali, le Premier ministre a rencontré les membres de la Fédération locale des orpailleurs et ressortissants de Kéniéba. Au centre des échanges, les impacts négatifs de l'orpaillage sur l'environnement ainsi que la déperdition d'importantes ressources financières pour l'État. Pour Dr Shogel Kokala Maïga, le gouvernement est décidé à mettre de l'ordre dans le secteur de l'orpaillage au Mali. Le reportage de Mamari Koné et Aliou Touri. 2 semaines après sa mise en place, le nouveau bureau local de la Fédération des orpailleurs de Kéniéba est venu échanger avec le Premier ministre sur les préoccupations relatives aux impacts environnementaux négatifs de l'orpaillage. Il est soutenu dans cette initiative par les ressortissants de Kéniéba et la Fédération nationale des orpailleurs du Mali. C'est pour mieux encadrer le secteur que le nouveau bureau de la Fédération locale de Kéniéba a élaboré un mémorandum qui s'articule autour de 7 axes prioritaires. Le document propose une répartition claire des rôles et responsabilités. La présentation du nouveau bureau de Kéniéba, le nouveau bureau qui est élu le 19 août 2024, ainsi que la présentation d'un document mémorandum qui s'articule sur les actions que nous voulons mener pendant ces 5 ans. Dans ce mémorandum, après lecture très large, vous verrez que maintenant ça trace tout ce qu'il faut pour le développement du cercle de Kéniéba et tout ce qu'il faut pour que l'or brille enfin pour le Kénébien en particulier, du Mali en général. À cet effet, la Fédération sollicite l'appui du gouvernement pour accompagner la nouvelle équipe de Kéniéba à travers la mise à disposition d'outils de gestion comme les quitanciers et la création des cartes d'accès aux sites d'orpaillage. Les multinationales viennent, elles font leurs affaires, elles s'en vont. Des individus viennent et travaillent. Et les populations, non seulement ne bénéficient pas de ce qu'elles doivent avoir, mais on est en train d'empoisonner notre pays. Des gens quittent les pays, certains pays. Ils viennent, ils prennent l'or, ils s'en vont avec. Ils empoisonnent les lieux. Nous avons décidé de mettre de l'ordre dans le secteur. On va travailler ensemble. Parce que ce mémorandum-là, je vais donner une copie au ministre de la Justice, une copie au ministre des Finances, et je vais en parler avec le président. Et je vais demander que tous les ministères impliqués, on fasse une réunion interministérielle si c'est nécessaire, qu'on édicte des conclusions qui vont être soumises pour appréciation au président. Le Premier ministre a par ailleurs exprimé son inquiétude face à la multiplication des regroupements d'orpailleurs. Selon lui, cette fragmentation complique la régulation et la gestion efficace du secteur. Les acteurs culturels et traditionnels se mobilisent aux côtés du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés. Les différentes parties se sont rencontrées hier au Centre international des conférences de Bamako. Bemba Sibi et Abdul Salam Bamara pour le compte-rendu. Ministère, une vision commune. Informer et sensibiliser les acteurs culturels et traditionnels sur les catastrophes décrétées par le président de la transition. Il y ressort des interventions que la gestion des inondations est transversale. Il faut que les gens suivent les bulletins météo et que les gens évitent d'obstruer les caniveaux. Ça, c'est ce qui se passe en amont. Quand on arrive au feu de l'action, ça, c'est surtout le ministère de la Sécurité à travers la protection civile. Et après ça, c'est le rôle du développement social qui vient pour faire le recensement. Et en fonction de ça, maintenant, ce qui peut être fait. Des informations partagées avec les acteurs culturels et traditionnels qui se disent conscients de la gravité de la situation. Tout ce qui a été dit, fait et démontré ici doit être transmis fidèlement à ceux qui nous mandatent, pour qu'ils comprennent que réellement, nous sommes souvent les auteurs de nos propres malheurs. Il s'agit donc de soutenir, renforcer les valeurs de solidarité qui constituent le fondement et l'épine dorsale de notre nation. Elle se veut comme une invite de l'ensemble du peuple malien et du monde de la culture en particulier à utiliser les ressorts culturels, les canaux traditionnels de communication pour véhiculer les meilleurs messages en vue du renforcement de la sécurité de nos concitoyens. Renforcer la sécurité de nos concitoyens car Mali Météo prévoit encore de fortes précipitations. Pour rappel, à la date du 5 septembre, on enregistre 254 cas d'inondation qui ont fait plus de 100 000 sinistrés et malheureusement des pertes en vie humaine.
La centrale syndicale de l'UNTM renforce les capacités de ses membres à travers un certain nombre de modules, notamment les techniques de défense des intérêts des militants. Un atelier de 2 jours s'est ouvert ce matin ici à Bamako. Le compte rendu avec Awa Adaman Koulibaly et Alou Bekoni. L'une des manières jusque-là efficaces pour améliorer ses compétences et s'adapter aux nouvelles pratiques ou méthodes appliquées en entreprise est la formation continue. Les membres du bureau exécutif de l'UNTM, ceux de la commission de discipline et de contrôle, se prêtent volontiers à l'exercice. Une occasion pour eux de préparer la relève. Depuis le début du mandat, les nouveaux mandats, nous avons tenu, depuis au niveau des structures de base, à donner l'information comme quoi ça sera un mandat de formation. Si tout se passe bien, certainement, les mandats prochains, nous ne serons pas là. Les jeunes qui viennent d'arriver, il faut que vraiment nous puissions les mettre au même niveau que les autres pour assurer la relève. Ces sessions rentrent également dans le cadre des objectifs fondamentaux du Pacte de stabilité sociale et de croissance. Le Pacte de stabilité sociale et de croissance met un accent particulier sur la formation des acteurs syndicaux, précisément au niveau de l'engagement numéro 5. Aussi, le point 8.2 du plan d'action du Pacte de stabilité sociale et de croissance met un accent particulier sur la formation des acteurs syndicaux. Le présent atelier s'inscrit comme un des éléments de ce plan qui doit répondre aux besoins de dynamisation des structures syndicales afin qu'elles répondent au mieux aux attentes de ces différents partenaires dans le gouvernement. Durant 2 jours, les défendeurs des intérêts des travailleurs feront une rétrospective du fonctionnement du militantisme et ses contours. À Ségou, le ministre de la Refondation de l'État chargé des relations avec les institutions a présidé les travaux scientifiques de la mission d'appui à la réforme de l'État. Cette retraite doit permettre à la vingtaine d'experts de renforcer leurs capacités afin de mieux répondre aux différentes sollicitations du ministre sur les chantiers de la refondation de l'État. Les précisions de Fousseni Samaké. C'est pour faciliter l'appropriation du programme national d'éducation aux valeurs que la mission d'appui à la refondation de l'État regroupe une vingtaine d'experts à Ségou. Cette retraite vise, n'est-ce pas, à outiller ces experts-là, mais en même temps c'est un cadre pour les experts également de réfléchir à la notion beaucoup plus large de la refondation de l'État. D'abord la question même des symboles, des valeurs républicaines, mais nous aurons des débats sur le programme national d'éducation aux valeurs lui-même, n'est-ce pas, pour mieux édifier les participants. Et nous aurons des échanges sur des questions de souveraineté, n'est-ce pas, des questions d'indépendance, donc également les questions de nos savoirs endogènes. Ainsi, les échanges s'inscrivent dans le cadre de la construction du Mali-Croix. Pour bâtir le Mali-Croix, nous avons besoin de toutes nos ressources. Que des personnes expérimentées s'inspirent de ce que nous avons été pour permettre de bâtir le Mali de nos rêves, c'est un impératif. Le présent séminaire vous permettra à coup sûr d'améliorer substantiellement le contenu des prochaines phases d'appropriation du PNEV en préparation et qui concerneront les autres couches de la communauté nationale sur toute l'étendue du territoire national ainsi qu'à l'endroit de nos compatriotes établis à l'étranger. En marge de ces 2 journées de retraite, les participants vont visiter les sites et les lieux symboliques et de mémoire de Ségou. Le Centre d'information et de gestion des migrations organise un webinaire scientifique sur le thème Migration au Mali, enjeux, opportunités et perspectives. Ce webinaire regroupe les participants du Maroc, du Sénégal et du Mali. Il s'agit d'un partage d'expériences sur les questions en rapport avec la collecte des données fiables sur la migration. Youssouf Diakité était de la partie pour ORTM 1.
Ce webinaire scientifique est une initiative du Centre d'information et de gestion des migrations sous la tutelle du ministère des Maliens établi à l'extérieur et de l'intégration africaine. Migration au Mali, enjeux, défis et perspectives pour la collecte et l'utilisation des données. C'est la thématique choisie pour entretenir les participants. Ce webinaire est motivé par la nécessité au fait pour le Mali à travers le Centre d'information et de gestion des migrations de se doter des données migratoires fiables, efficaces, qui le permettra d'avoir des politiques répondant aux exigences et aux besoins en réalité des Maliens et du pays. C'est un webinaire qui regroupe nos collègues étrangers qui nous viennent du Maroc, qui nous viennent du Sénégal, qui nous viennent du Tchad, qui interviennent sur les mêmes questions. C'est la secrétaire générale du ministère des Maliens établie à l'extérieur qui a officiellement ouvert les travaux avec la leçon inaugurale sur les enjeux et les opportunités de la migration au Mali. La migration ne se limite pas à un simple mouvement de personnes d'un lieu à un autre. Elle implique également des transformations politiques dans les sociétés d'origine et de destination, influant les dynamiques économiques, sociales, politiques et culturelles. C'était l'occasion pour remercier l'Organisation internationale pour les migrations pour ses efforts dans l'accompagnement du gouvernement malien dans la gestion efficace des questions migratoires. Fin des travaux de la 8e réunion du comité de pilotage programme de coopération, le Fonds des Nations Unies pour la population et le gouvernement. Le représentant résident de l'UNFPA note avec satisfaction que les objectifs planifiés sont pour la plupart atteints. L'émissaire onusien salue la bonne coopération entre les institutions du Mali et les partenaires de ce programme. Il est au micro de Batraouri. J'ai été agréablement surpris par les résultats enregistrés par la mise en œuvre du programme qui atteint la dernière année, mais qui sera prorogé pour l'année prochaine. Ces résultats révèlent d'une coopération excellente entre les institutions de l'État, le Fonds des Nations Unies pour la population et les partenaires de la société civile, appuyés par les donateurs de ce programme de coopération. Le niveau de résultats réalisés est impressionnant. Nous cherchons à les consolider, mais aussi à explorer de nouveaux domaines, étant donné les défis que nous observons de jour en jour, comme par exemple la situation humanitaire liée aux inondations actuelles, l'urgence humanitaire liée aux inondations, qui nécessite une réponse prompte et adéquate, non seulement de l'UNFPA, mais de tous les partenaires. Donc, je ne peux que me féliciter de la qualité des partenariats et des résultats atteints. Et j'ai pu aussi noter les observations et les suggestions des différents partenaires qui sont de nature à améliorer l'efficacité et le rendement de ce programme pour le bonheur des populations cibles au niveau de la République du Mali. Je vous le disais dans les titres, le PACENDA lance un projet d'appui à la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ce projet de 2 ans vise l'implication des hommes et des femmes pour un changement de comportement. Il couvre les régions de Kaï et de Sikasso. La cérémonie de lancement a réuni les leaders communautaires et la société civile. Le reportage de Ibrahim Kaoukorate et Oumar Katraouri. Le pôle des actions d'intégration des droits humains en Afrique, PACENDA, vient de lancer un vaste programme de sensibilisation autour de l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes et des filles. C'est surtout vraiment présenter le projet aux autorités, aux partenaires et à l'ensemble des parties prenantes par rapport aux activités qu'on va mener dans le cadre de ce nouveau projet qui est soutenu par ONU Femmes et qui concerne surtout les plaidoyers dans le cadre de la prévention et la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment à Bamako ici, dans les régions de Kaï et de Sikasso. Nous sommes là aujourd'hui pour l'autonomisation des femmes. Donc qui parle d'autonomisation, il faut forcément lutter contre les violences basées sur le genre faites aux femmes et aux filles.
Pendant 2 ans, des activités de prévention des violences faites aux femmes et aux filles seront organisées dans les régions de Caille, Sikasso et les 6 communes du district de Bamako. Les violences faites aux femmes et aux filles constituent une grave atteinte à leurs droits les plus fondamentaux et entraînent des graves conséquences qui occasionnent, entre autres, des blessures physiques et corporelles souvent graves, entraînant souvent aussi le décès. Il est donc judicieux de multiplier les séances de sensibilisation et de mobilisation de toutes les couches de la société, notamment les autorités traditionnelles et religieuses, les médias, pour mettre fin à ces pratiques néfastes. Depuis plus de 2 décennies, le PASINDA œuvre pour la protection de l'environnement, de l'éducation à la santé et la promotion de la femme. Vous le savez certainement, au Mali, la santé de la mère, des enfants et des jeunes est une préoccupation nationale. C'est fort de ce constat que les acteurs du projet Momentum étaient réunis pour améliorer les services de santé essentiels pour les enfants. Inaba était de la rencontre pour ORTM 1. Cette rencontre des acteurs du projet Momentum pour la résilience sanitaire intégrée MIR a pour objectif de faire le bilan des réalisations, discuter des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre des activités. Financé par l'USAID, le projet Momentum aide les pays à renforcer la résilience et la capacité des communautés et des systèmes de santé pour répondre aux besoins spécifiques des populations du Nord. Nous ne pouvons qu'être fiers des résultats obtenus, dont je peux citer quelques-uns. La mobilisation de plus de 83 millions de francs CFA par les comités paritaires de Gao ayant permis de faire des investissements conséquents dans la construction du laboratoire et de son équipement à Tacharan. La mobilisation des ressources locales à travers les caisses villageoises de solidarité santé de plus de 6 millions de francs CFA pour la référence évacuation dans les aires de santé des districts sanitaires de Gao et de Tombouctou pour réduire le premier et le deuxième retard des urgences obstétricales et néonatales. Et les résultats du projet ont été disponibles seulement grâce au concours des acteurs du terrain. Ces acteurs engagés et résilients. Le projet MIR intervient au Mali dans les régions de Tombouctou et Gao pour renforcer la qualité de la prestation des services volontaires de la santé maternelle, néonatale et infanto-juvénile. De son lancement à nos jours, MIR implique l'ensemble des partenaires au niveau régional afin de prendre en compte les priorités formulées par les acteurs locaux eux-mêmes et ce souci de répondre aux besoins réels de la communauté est une démarche que nous saluons à sa hauteur car elle favorise l'appropriation des acquis pour les bénéficiaires. À noter que ce projet Momentum est à sa 4e année d'existence sur les 6 ans. L'association Sigigafo de Sibi a fait don de matériel de santé au service social des armées dans le cadre de ses activités de solidarité. Cette contribution vise à soutenir les forces armées maliennes dans la prise en charge des blessés de guerre. Le reportage de Mohamed Sangari. Cette donation d'une valeur de près de 12 millions de francs CFA témoigne de l'encouragement de l'association Sigigafo de Sibi aux forces armées maliennes dans l'exercice de leur mission. Ces dons sont composés entre autres des sièges sanitaires, des matelas, des bacs à vomissement, des béquilles, des poignées de sortie de lit, des planches de bain, des kits d'équilibrage et bien d'autres petits matériels de santé. Pour les bénéficiaires, cette action généreuse reflète le patriotisme de l'association Sigigafo. Elle va sans nul doute aider les femmes dans la prise en charge des blessés de guerre. Selon l'ancien Premier ministre britannique, nous gagnons notre vie avec ce que nous recevons, mais nous lui donnons un sens avec ce que nous donnons. Pour dire que votre geste est un bel exemple de solidarité. C'est aussi un acte d'encouragement des femmes dans l'exercice de leur mission régalienne. Le geste permettra sans doute d'améliorer les conditions de travail du personnel de santé. Donc c'est le lieu de remercier sincèrement les généreux donateurs et qu'ils soient rassurés
que ces matériels seront utilisés à bon escient. Le directeur du service social des armées a remis officiellement ces matériels à la sous-directrice logistique de la direction de la santé des armées pour leur utilisation. Il a par ailleurs invité chaque Malien à jouer sa partition dans le combat de la liberté et la souveraineté du Mali. Nous restons avec les forces de défense et de sécurité avec la passation de commandement entre les commandants du régiment d'infanterie, le lieutenant-colonel Amidou Kodjo et le sortant, le lieutenant-colonel Dramana Damele. C'était à la place d'armes du camp Amadoun Bokari Baridi Balobo de Sévaré, Oumar Maïga et Souleymane Tepsogué avec le concours de nos confrères de la DIRPA. Après 3 ans à la tête du 61e régiment d'infanterie sur Caspir, le lieutenant-colonel Draman Dambélé a passé le témoin au lieutenant-colonel Amidou Kodjo. Le tout nouveau commandant du 61e régiment d'infanterie sur Caspir a de prime abord exprimé sa gratitude aux plus hautes autorités militaires pour la confiance en lui placée. Il s'agit de relever les défis sécuritaires. Inch'Allah, coûte que coûte et vaille que vaille, nous ferons en sorte d'être à la hauteur des missions qui nous sont assignées. Le régime d'infanterie du 61e sur Caspir joue un rôle capital au sein des forces armées maliennes. Il a subi plusieurs mutations de sa création à nos jours. Le premier facteur de la réussite d'une mission, il faut une parfaite cohésion. L'armée est considérée comme une famille. Il faudrait que les éléments soient soudés, un pour tous, tous pour un, pour atteindre les objectifs assignés par les chefs. Le régiment d'infanterie sur Caspir, qui est un régiment de combat sur véhicules blindés au combat motorisé, se positionne à l'avant-garde des missions du secteur 4 sur le théâtre des opérations. Inauguration hier jeudi à Koutchala des feux tricolores au rond-point Zanga Koulibaly par l'ANASER en collaboration avec les autorités régionales. L'installation de ces infrastructures est une action gouvernementale visant à lutter efficacement contre l'insécurité routière. À Koutchala, elle permettra de réduire le nombre d'accidents estimé de janvier à septembre 2024 à 148, causant 196 blessés et 3 morts. Les explications de Brahima Koni. Ces feux tricolores d'une bonne qualité selon les techniciens en la matière doivent contribuer à la fluidité de la circulation et à la réduction des accidents. Les réinstallations dans les capitales régionales dénotent de la volonté des autorités de la transition d'améliorer la sécurité routière. Toutes les études ont montré qu'aujourd'hui, pour vraiment réduire les accidents de la circulation routière, il faut agir sur l'infrastructure routière. C'est pourquoi nous avons initié une série de mises d'équipements de certains carrefours du pays en feux tricolores stratégiques, notamment les feux tricolores photovoltaïques. Nous avons privilégié la version solaire pour tenir compte également de la particularité de notre pays. On a mis des couleurs qui concernent les automobilistes, mais également des couleurs dédiées aux piétons, pour permettre donc la traversée de ces piétons-là en toute sécurité. Ces feux fonctionnent sur panneaux solaires avec des batteries en lithium. Leur inscription dans la durée requiert une vague de sensibilisation. Les feux tricolores viennent à point nommé. C'est le lieu de remercier Madame le ministre des Transports et des Infrastructures à travers elle, le directeur général de l'ANASER. Dès l'installation de ces feux, ils ont commencé à sensibiliser les usagers de la route, de jour comme de nuit, pour une bonne appropriation du dispositif en vue d'éviter les accidents. De janvier à septembre 2024, la police a enregistré dans la ville de Koulé-Diakan 148 cas d'accidents, 196 blessés et 3 morts. Désormais, l'usage à bon escient de ces feux tricolores peut et doit donner des chiffres moins interpellateurs que ces derniers. Du matériel artistique pour la Maison des Jeunes de Bamako qui avait postulé suite à un projet allemand GIZ Donko Nimaya. Ce programme répond à la vocation d'appuyer les centres culturels et les jeunes pour leur plan de développement. Le point de la cérémonie de remise avec Aridjou Matina. La Maison des Jeunes de Bamako bénéficie de l'élan de partenariat en raison de la pertinence des enjeux liés à l'éducation de la jeunesse. Elle bénéficie ainsi du matériel artistique grâce au projet ZZ Donko Nimaya.
L'appui consenti par Donko Nimaya répond à la noble vocation du projet ici représenté d'appuyer les centres culturels et de jeunesse pour les meilleures visibilités par l'efficacité de leurs prestations. Le projet Donko Nimaya inspire sa vocation dans l'accompagnement des valeurs de la refondation de notre pays à soutenir les centres culturels et les jeunes pour leur épanouissement. Dans les moments difficiles et de crise, la culture peut être simultanément repère et source d'innovation pour s'en sortir et de créer d'espoir pour un meilleur avenir. Les centres culturels et les maisons de jeunes jouent un rôle important dans cela, comme lieu de rencontre, d'inspiration, d'expression et de réflexion pour la société malienne en général, mais en particulier pour la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons besoin d'avoir un pays réuni. Aujourd'hui, c'est ce que la culture nous apporte. Donc quand vous nous donnez ces dons-là, c'est pour nous aider dans ce sens-là. L'État fait de son mieux, mais les partenaires nous aident également beaucoup. Et c'est pour cela que nous restons toujours reconnaissants des appuis que nous sont faits. Le partenaire a aussi réhabilité l'esplanade de la Maison des Jeunes, en plus du matériel artistique et culturel. Les activités socio-économiques reprennent dans la ville de Kidal. Ce soir, Sidi El Mehdi Ag Al-Baka et Moussa Togo sont allés à la rencontre de deux artisans. Ils évoluent dans le secteur de la décoration et de la soudure. Ils arrivent à tirer leur épingle du jeu, suivant ce reportage. Retour de l'administration, la réussite des missions enclenchées par les forces de défense et de sécurité de notre pays permettent à la région de Kidal de contempler un réel espoir d'une paix durable et insuffler une nouvelle dynamique au secteur économique animé par les jeunes de Kidal. Notre premier contact vient de Gao. À travers son œuvre, il arrive à consolider la paix et le vivre ensemble. Je suis venu ouvrir mon coin ici à Kidal pour participer aussi à la paix. Tu vois, passer la visibilité, les t-shirts, il y a les messages de la paix. Donc les panneaux aussi, il y a les messages de la paix. Donc mon travail aussi participe à la paix. Mais maintenant, je suis en train de faire la plaque du gouvernorat. J'ai même essayé encore de former encore quelques jeunes ici à Kidal pour qu'eux aussi ils puissent bien former, même si je ne suis pas présent ici, ils sont là, ils peuvent se débrouiller. Au cœur du quartier Etambar, Ahmad Adewal, qui a choisi la soudure, est un exemple de réussite et un modèle qui inspire la jeunesse de la 8e région. C'est un travail que j'aimais depuis à bas âge, donc c'est pour ça que après les études seulement j'ai continué avec ça. Effectivement, ce travail me permet de vivre. C'est dans ça que j'ai vu, c'est dans ça que j'ai fait vivre ma famille et tous mes amis. Bien sûr, ça me permet d'être stable. Bon, c'est ça. Je m'occupe entièrement de mes besoins avec ça. Oui, je suis vraiment content de leur travail et surtout avec les côtés de la sécurité, nous assurer la sécurité. Ainsi, ça nous permet de travailler comme un vie. Cet engagement est perçu comme une lueur d'espoir par les autorités régionales. Les avancées actuelles sont aussi le fruit des efforts conjugués des autorités administratives, des autorités au niveau national, mais également de l'ensemble des professionnels du secteur économique qui ont cru d'abord en eux aux potentialités de la région de Kidal et à leur pays. La 8e région, par le biais de sa jeunesse, retrouve la voie de la normalisation pour le plus grand bonheur de ses habitants. L'actualité dans la Confédération des États de l'AES nous amène au Niger avec cette rencontre sur la lutte contre la cybercriminalité financière et le financement du terrorisme. C'est une initiative de la CENTIF, le reportage de nos confrères de la télévision nigérienne, Jamila Amadou et Imran Maïga. Cette première réunion du Forum des responsables de conformité des entreprises et professions non financières ainsi que les organismes à but non lucratif
est une opportunité d'échanger et partager de riches expériences dans le combat contre la criminalité financière et le financement du terrorisme. Les entreprises et professionnels financiers désignés ne sont autres que les avocats, les notaires, les huissiers, les agents d'affaires, etc. Et les OBNL, c'est-à-dire les organismes à but non lucratif, ne sont autres que les ONG et autres associations. Comme vous le savez, à travers le notaire, on blanchit de l'argent, on finance le terrorisme. À travers les organismes à but non lucratif aussi, souvent on arrive à faciliter le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Donc il faut que les acteurs, ceux qui animent ces différentes structures, soient en fait au courant des risques auxquels ils s'exposent. Le combat contre ces fléaux est désormais une responsabilité collective qui incombe à toutes les parties prenantes dans le cadre de la protection des économies et des systèmes financiers d'un pays. Le rapport d'évaluation mutuelle de notre pays a notamment fait ressortir les principales insuffisances du dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, tant sur le plan de la conformité technique que celui de l'efficacité. J'ose espérer, encore une fois de plus, que ce forum sera le déclic pour que vos entreprises et professions respectives aient une meilleure coopération avec la CENTIF. Une fois outillés, les participants seront à mesure d'améliorer leurs pratiques en faisant preuve d'une grande vigilance pour une meilleure efficacité sur le terrain. Nous restons au Niger pour parler du bulletin d'information des forces de défense et de sécurité du 1er au 4 septembre. C'est un commentaire de Jocelyne Amoussou. Dans la région de Tillabéri, sur la rive gauche du fleuve Niger, la situation sécuritaire dans la zone Al-Mahou reste sous contrôle. Au début de cette semaine, des patrouilles ont permis à nos unités d'interpeller 3 complices des groupes armés terroristes dans le périmètre d'Abala. Par ailleurs, sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, les efforts se poursuivent pour contrer les activités terroristes. Récemment, un détachement de l'opération Lakalkane, en patrouille de proximité près du village de Boulundjouga, a intercepté un tricycle transportant des vivres et autres moyens de subsistance destinés aux terroristes. Dans le cadre de l'opération Farotobushia, la semaine dernière, la ville de Maradi, située au centre du pays, a été grièvement affectée par de fortes précipitations ayant provoqué des inondations dévastatrices. En réponse à cette situation d'urgence, le groupement national des sapeurs-pompiers a été rapidement mobilisé pour fournir secours et assistance aux victimes. 2 ambulances et plusieurs camions chargés de tonnes de vivres et de matériel ont été envoyés depuis Niamey afin de renforcer les efforts de secours sur le terrain et venir en aide à nos compatriotes touchés par cette catastrophe. En parallèle, une situation alarmante se développe sur notre frontière sud sur le plan sécuritaire. Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux exposent une coalition de groupes terroristes en possession d'armes lourdes saisies lors d'une attaque contre une armée voisine. Ces groupes ont affiché des intentions funestes et planifient des actions agressives sur le territoire nigérien. Heureusement, nos vaillantes forces de défense et de sécurité continuent de tenir tête à ces menaces, comme en témoignent les restantes arrestations de Baleri, suivies d'une 60aine de ses compagnons, ainsi que la neutralisation de plusieurs autres bandits armés. Dans la région d'Agadez, dans le cadre de l'opération Garkwa, le lundi 2 septembre dernier, une section du 1er bataillon de marche de Tabarkat a mené une opération de bouclage et de fouille dans un quartier soupçonné d'abriter des bandits armés. Cette mission s'est soldée par l'arrestation d'une 20aine de malfrats, dont plusieurs de nationalité étrangère, et la saisie de multiples armes blanches. Sur le plan national, le Service central de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée a intensifié ses efforts pour démanteler les réseaux criminels. À la fin de la semaine dernière, 245 individus affiliés à des groupes armés terroristes sont détenus dans les locaux de ce service. Dans le même élan, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants a également enregistré des succès notables.
Lors de leur récente opération, l'Octis et ses antennes régionales ont saisi plus de 559 kg de drogue et 108 381 comprimés divers, tout en interpellant 139 trafiquants. Les lignes téléphoniques pour les forces armées nigériennes, le 40-40, pour la gendarmerie nationale, le 40-00, pour la police nationale, le 83-83. Et parlons de cette rencontre entre le président du FASO et une délégation du patronat burkinabé, un patronat engagé pour la redynamisation du secteur privé dans un contexte de crise sécuritaire. Pour réussir à cette mission, le patronat burkinabé a sollicité les orientations du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Le commentaire de l'audience avec Moussaki. Palais de Koulouba cet après-midi. Une délégation du patronat burkinabé, avec à sa tête le président Idrissa Nassa, prend des orientations avec le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Des orientations qui doivent permettre la dynamisation du secteur privé dans ce contexte à fort défi sécuritaire et économique. Mais pas que cela. Il nous a dit qu'il souhaite que nous puissions organiser et guider les opérateurs vers la production afin qu'ils fassent des investissements productifs pour transformer ce que nous produisons et afin de réduire de façon substantielle les importations. Mais il nous a dit aussi qu'il souhaite que nous puissions travailler à la création de plus de milliardaires au Burkina Faso. Donc il veut plus de fortune. Il a souhaité que nous puissions travailler à promouvoir les petites et moyennes entreprises pour qu'ils deviennent des grandes entreprises et à faire en sorte que les grandes entreprises deviennent des multinationales afin que nous puissions ensemble travailler donc au développement de nos pays. Aux côtés des responsables du patronat burkinabé, des représentants du patronat du Mali, du Niger, du Togo, du Bénin, du Sénégal et des hommes d'affaires de la diaspora en Côte d'Ivoire et aux États-Unis d'Amérique. Ces patrons d'entreprise sont au Burkina dans le cadre des États généraux du secteur privé burkinabé. Et nous restons au Burkina Faso. Le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat a lancé la plateforme ICAO. ICAO est une plateforme qui va faciliter les inscriptions et les réservations de stands en ligne pour les festivaliers, les acheteurs et les artisans qui voudront pas prendre part aux éditions du ICAO prévues en octobre prochain. Plus d'explications avec Razmane Zoundi et Romial Patrice Toye de la RTB. Les inscriptions, le paiement de tickets, la location de stands et de salles au ICAO peuvent désormais se faire en ligne grâce à la plateforme ICAO. ICAO est une innovation majeure du département en charge de l'artisanat en collaboration avec celui du numérique. La nouvelle plateforme vient ainsi soulager les acteurs de l'artisanat d'ici et d'ailleurs. Par le passé, nous avons constaté que lorsque nous venons au ICAO, il y avait des difficultés pour accéder au site. Mais avec cette nouvelle plateforme, voilà que ça va permettre de résoudre beaucoup de difficultés, telles que déjà, partout où vous êtes en tant qu'artisan, vous pouvez déjà en tout cas faire la réservation en tout cas, de votre stand, et louer et procéder au paiement. L'édition 2024 du ICAO s'y tiendra du 25 octobre au 3 novembre prochain. Avec l'explication que nous avons reçue ce matin, ça sera vraiment relayé dans toutes les régions afin que toutes celles ou tous ceux qui auront besoin de s'inscrire puissent le faire facilement sans se déplacer. Surtout ceux qui sont un peu reculés dans les régions. Le digital n'a pas de frontières. Aujourd'hui, l'artisanat n'est pas en marge. ICAO est doté de systèmes qui assurent la sécurité et la viabilité des différentes transactions selon les concepteurs de la plateforme. Les inscriptions et locations de stands au Salon international de l'artisanat de Ouagadougou sont néanmoins possibles avec les procédures traditionnelles. Et en images éliminatoires CAN Maroc 2025, les Aigles du Mali ont fait
match nul, un but partout avec le Mozambique. La rencontre comptait pour la première journée de ces éliminatoires. Le but malien, voilà, vous le voyez, a été marqué par Yves Bissouma, comme vous le constatez sur ces images. Éliminatoire CAN Maroc 2025. Les Aigles du Mali, le beau but de Yves Bissouma. Voilà, le Mali fera sa deuxième sortie mardi en Afrique du Sud face à l'Eswatini. Page noire de cette édition. Nous vous l'annoncions hier, le décès de notre ancien collaborateur Abdul Salam Ba, technicien de son état à la retraite. Il est décédé ce mercredi à l'âge de 64 ans. Ses obsèques ont eu lieu ce vendredi à Sangaré-Bougou, Marseille. C'était en présence de ses collègues, sa famille, des amis. Tous sont venus lui rendre un dernier hommage et c'était en présence de Aliou Abdoulaye Touré. Ce vendredi, au funérailles d'Abdul Salam Ba, l'atmosphère était chargée d'émotions. Décédé des suites d'une courte maladie, il a été conduit à sa dernière demeure au cimetière de Sangaré-Bougou, Marseille, après la prière mortuaire. Nous avons beaucoup collaboré ensemble à l'OATM et même en dehors de l'OATM dans le cadre du cinéma. C'est un technicien qui se donnait à fond, sans retenue. Il aimait son travail. Toutes les visites du président à l'intérieur, imaginez-vous le son qu'on arrivait à donner aux gens, c'est Salam Ba. C'est grâce à lui, parce qu'il tenait une longue perche pour pouvoir capter tout ce qui est son. Parce qu'avec la sécurité, impossible d'approcher les présents. C'est lui seul qui pouvait faire ce travail. Abdul Salam Ba était un technicien professionnel jusqu'au bout des ongles. Il a participé à la réalisation de plusieurs films, documentaires, mais aussi de grandes émissions. Il était aussi technicien chargé de la retransmission lors des fêtes, comme le 22 septembre, le 20 janvier. Abdul Salam était un professionnel. Un professionnel, c'est quelqu'un qui pose jamais de difficultés sur le plateau de tournage. On a eu l'occasion et la chance de travailler ensemble pendant 5 ans. Et il était toujours là en train de réfléchir en termes de valeurs. Il participait à tout ce qu'on faisait. C'est le cinéma malien qui est en deuil aujourd'hui. Prions le bon Dieu pour qu'il puisse avoir le repos éternel. Et en pareil cas, seul le silence est grand, nous tout le reste est faiblesse. Et je pense aussi, vouloir ce que Dieu veut, c'est la seule science qui nous met en repos. Je suis là. Recruté à l'ORTM avant de faire valoir ses droits à la retraite le 31 décembre 2022. Abdul Salam Ba était marié. Il laisse derrière lui des orphelins et des collaborateurs inconsolables. Voilà, paix à son âme, ainsi va la vie. Nous avons perdu un collègue exceptionnel et nous garderons à l'esprit des bons moments passés ensemble. C'est la fin de cette édition. Merci d'avoir fait le bon choix de la suivre. Bonsoir.